Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la conférence inaugurale du salon AP Connect. Si je vous dis services en ligne, téléprocédure, démocratie participative, le numérique est formidable, donne d'énormes bénéfices pour les collectivités et pour le citoyen. Le problème, c'est que ces bénéfices ne sont tangibles que si l'ensemble de la population y a accès et y accède. Donc, comment faire en sorte que personne ne soit oublié dans cette fameuse transformation numérique, que personne ne soit exclu par son handicap, par son origine sociale, ou tout simplement parce que les interfaces sont complètement absconses? C'est le thème de cette conférence, inclusion numérique et accessibilité. Merci d'accueillir Henri Verdier, Bénédicte Roulier, Yann Bonnet, Jean Dédier, Pierre-Louis Roll et Guy Mamou-Mani. Venez me rejoindre. Il manque un siège? Eh ben voilà, le voilà. Alors, dès que la musique s'arrête, il faut que tout le monde soit assis, sinon c'est perdu. Installez-vous, installez-vous. Alors, je vais vous présenter les uns les autres. À ma gauche, Guy Mamou-Mani, vous êtes coprésident du groupe Open, vice-président du CNUM, du Conseil national du numérique. Et le groupe Open, c'est une ESN, ex-SS2I, qui est très engagée dans la transformation numérique de l'État. Et donc, dans cette inclusion, il y a l'inclusion individuelle, mais il y a également l'inclusion collective, celle des entreprises. C'est ce dont on va parler avec vous. À votre gauche, à votre droite, dans le public, nous avons Bénédicte Roulier. Vous êtes responsable de qualité des services en ligne à la DINSIC. Et pour vous, l'expérience utilisateur, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, c'est essentiel pour vous. On va en parler. À votre droite, Jean Dédier, vous êtes directeur de WeTech Care et d'Emmaüs Connect, et vous êtes donné pour mission que de résoudre cette fameuse précarité dans le numérique. À votre droite, celui que tout le monde connaît ici, Henri Verdier, le patron du numérique de l'État, on peut le dire, parce que Mounir n'est pas là. Vous nous donnerez justement les différentes initiatives qui sont faites au niveau de l'État sur ces questions d'inclusion numérique. Juste à côté de vous, nous avons... Alors, j'ai un petit problème parce que j'ai... Non, mais j'ai quelqu'un que je n'ai pas noté dans ma liste, mais Pierre-Louis Roll d'abord, qui est responsable des questions de réduction de la fracture numérique à l'Agence du numérique, et Yann Bonnet, voilà, c'est celui que je cherchais. Yann Bonnet, vous êtes le secrétaire général du Conseil national du numérique, le fameux CNUM, et justement votre rôle au CNUM, quand même, je vais le dire, c'est pousser à la transformation numérique à la fois de l'État, des entreprises françaises, mais tout ça à un niveau européen. Donc nous avons de l'associatif, nous avons de l'État, nous avons des entreprises, des entrepreneurs, et on va essayer de se poser cette question de l'inclusion numérique, mais au sens extrêmement large. Donc l'inclusion parce qu'il y a des problèmes de handicap, parce qu'il y a des problèmes financiers, parce qu'il y a des problèmes de connaissances, des problèmes de langue, des problèmes d'interface, et on va essayer de parler de tout ça, parce que c'est ce qui bloque. Parfois, on peut avoir les meilleurs services du monde, si les gens n'y vont pas, ça n'a aucun intérêt. Donc je vais commencer à vous poser la question, messieurs. Quel est le souci aujourd'hui quand on pense inclusion numérique? Et là, je me tourne vers Jean Dédier, par exemple. Quand on parle d'inclusion numérique aujourd'hui, on s'imagine que, y a des choses qui sont très contre-intuitives. On en parlait tout à l'heure, juste avant d'entrer dans la salle. On s'imagine que les gens qui sont les exclus du numérique, c'est peut-être des personnes qui ne parlent pas la langue, qui n'ont pas l'accès aux appareils. Mais c'est plus que ça, l'inclusion numérique. Il y a d'autres personnes auxquelles on ne pense pas toujours. Oui, bonjour. Est-ce que le micro marche? Oui, j'ai oui. l'impression. Oui, l'inclusion numérique, en tout cas, c'est le sujet de l'accès au numérique ou de la compétence numérique ou du manque de compétences numériques, touche une mosaïque de public extrêmement vaste, d'ailleurs avec des niveaux d'éloignement à un niveau, on va dire, nécessaire qui est assez différent. Alors, on pense très vite aux personnes âgées, oui. On pense très vite aux gens qui ont un handicap lourd. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore des zones blanches aussi qui peuvent être problématiques. Et puis, il y a des publics qu'on imagine moins, et notamment, à titre d'exemple, les jeunes qui sont par certains côtés des hyper-connectés. Et quand on étudie les capacités des jeunes, notamment sans diplôme, on voit que leurs capacités numériques qui sont très orientées sur les réseaux sociaux ou dans des modalités d'usage ludique, en fait, il n'y a pas de transfert de ces capacités vers des usages du numérique au service de leur intégration socio-professionnelle. Oui. Et ce ne sont pas les premiers consommateurs, notamment
des services administratifs en ligne, et ils sont souvent très en difficulté. D'accord. Et justement, du côté Pierre-Louis Rolle, du côté de l'Agence du numérique, vous aussi, vous avez fait des études et vous avez constaté que ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Là, on vient de parler des jeunes qui virevoltent sur les jeux vidéo, mais qui, par contre, n'utilisent pas les services numériques de l'administration. Vous avez d'autres exemples, je pense? Oui, tout à fait. On travaille sur plusieurs études pour mesurer l'état de la société numérique française et aussi de qui tire profit du numérique. Et si justement on raisonne en termes de, au-delà de la question des usages, de la question de la potentialité et de l'apprentissage, on se rend compte que c'est des exclusions assez multifactorielles, à la fois d'âge, de genre, territorial aussi. Il y a eu un très fort retard en zone rurale qui a tendance à se rattraper en termes de connectivité, mais aussi d'appétence, de compétences numériques. Et on se rend compte aussi que dans les villes entre 20 et 100 000 habitants, par exemple, on voit un décrochage dans la confiance vers les données personnelles, vers les usages numériques. Donc c'est la principale leçon qu'on tire de toutes ces études, c'est qu'on ne sait pas finalement qui seront les exclus du numérique de demain. Oui. C'est pour ça qu'il faut avoir une approche un peu globale et avec à la fois les collectivités, l'État, les associations, pour un peu adresser ces différents facteurs d'exclusion. Bon, on va justement en parler. Justement, juste peut-être la question à Yann Bonnet et à Guy Mamoumani. Du côté de l'entreprise aussi, il y a des exclus du numérique, il y a des entreprises qui sont complètement en dehors du numérique. On a l'impression que toutes les entreprises sont sur Internet, mais vous les connaissez mieux que moi, ce n'est pas forcément le cas. Oui, c'est vraiment, en fait, je pense qu'il y aurait une erreur, c'est de penser que il y a très peu de en fait, énormément de personnes sont concernées par l'inclusion numérique. Il y a des chiffres, donc il y a le problème de l'accès. Il y a 85% je crois du territoire qui est connecté, donc il y a un problème d'accès. Mais le principal message, c'est d'essayer de comprendre qu'il n'y a pas que l'accès, il y a les compétences, les usages, et ça nous concerne tous en fait. Donc ça va bien sûr du monde de l'entreprise, où quand une nouvelle solution arrive, et on va parler peut-être de nouvelles solutions d'intelligence artificielle ou qui vont accompagner sur certains usages, certains, s'ils n'ont pas les compétences, vont être écartés. Et bien sûr, toutes les populations un peu sensibles dont on pourra reparler par la suite. Et je pense qu'il y a un autre point, c'est aussi le côté vis-à-vis de l'administration. Je crois que j'avais lu que 40% des Français sont inquiets à l'utilisation de services numériques. Donc là, je pense qu'il y a plein de choses positives et Henri Verdier pourra en parler. Mais je pense qu'il y a encore des gros efforts à faire vis-à-vis des services publics. Guy Mamoumani Oui, il faut vraiment, je vais rebondir sur ce qu'a dit Yann, parce que justement, le CNUM a fait vraiment une étude très approfondie sur l'utilisation du numérique dans les PME, et on voit que notre pays est très en retard, et en particulier pour les sujets que Yann vient d'évoquer. Moi, je sais que je fais de très nombreuses conférences dans toute la France pour pousser les entreprises, en particulier les PME, à se transformer. Alors bien entendu, je suis très enthousiaste sur ces sujets, et de temps en temps, j'ai quelqu'un qui vient me voir à la fin en me disant « Bon, c'est magnifique, votre transformation numérique, tout ça, ouais, mais moi, j'ai pas Internet. » Donc c'est vrai que la première préoccupation sur l'inclusion, et je sais que notre gouvernement s'est bien engagé là-dessus, c'est évidemment d'arriver à avoir un Internet pour tous, et en particulier pour les entreprises. D'autre part, il y a aussi, et là on ne peut pas ne pas en parler, la nécessité de développer l'acculturation, l'éducation, la formation pour justement que tout le monde comprenne que 90% des métiers seront concernés par la transformation numérique. Par conséquent, il faut, dès le plus jeune âge, former les jeunes, en particulier les jeunes filles, j'y reviendrai, pour qu'ils soient tous aptes à utiliser Internet de façon responsable et dans leur métier de façon efficace. Alors justement, on va demander au patron du numérique de l'État de nous dire qu'est-ce qui est mis en œuvre. Alors juste pour vous préciser, Henri Verdier est attendu au Salon des entrepreneurs, donc il va nous quitter dans une petite vingtaine de minutes. Il fait l'inauguration du Salon des entrepreneurs, mais il a quand même tenu à être présent parmi nous, donc on le remercie. Justement, alors le rôle de l'État là-dedans, on a parlé des problèmes, on a des populations qui sont exclues parce qu'elles sont seniors, parce qu'elles ont du handicap, mais on a des zones blanches, on a des problèmes d'acculturation, on a des problèmes de jeunes qui n'utilisent pas les services. Quelle est la démarche de l'État derrière tout ça? Je veux bien répondre à votre question, mais on m'entend là? Oui. Mais je veux d'abord contester votre question. Ah, allez-y. Je pense qu'on a commencé à cartographier à plat l'envergure du problème. Il reste des sujets qui sont justement ceux que traite Bénédicte chez nous. D'abord, un service numérique accessible, c'est aussi un truc qui n'est pas jargonneux.
dont on sait si c'est une démarche officielle ou pas officielle. Enfin, tu raconteras le travail que tu as l'idée. C'est aussi quand même l'accessibilité, c'est-à-dire là, il y a des handicaps très précis, très clairs, où on peut appareiller, où on ne peut pas appareiller, etc. Mais ça, c'est la couche plate. Combien de citoyens pourront consommer les services publics numériques ? Et c'est vrai que si on y prend garde, si on fait la somme de tous les trucs dont on a parlé, on peut exclure 30% des gens, ce qui est dingue. Mais il n'y a pas que ça. Après, vous pouvez avoir un service numérique bien fait, mais qui n'est pas pour vous. Pensez au film Moi, Daniel Blake. Pensez à un service public qui vous enferme dans un univers délirant, kafkaïen. Donc le service est parfaitement fait, on a fait du A/B testing et tout, mais il est délirant. Oui. Et puis, j'ai envie de dire, il y a aussi autre chose. Quand on parle d'action publique, c'est que les citoyens, ce n'est pas des consommateurs de services, c'est les copropriétaires de la République. Donc l'engagement citoyen, la co-création, la participation, l'autonomie des gens, leur capacité à être maître de leur destin et tout, c'est aussi une affaire d'inclusion, je crois. La République n'est pas un vendeur de services. Oui. Et donc je pense que sur toute la carte qu'on a dit là, l'exclusion de la couverture, le machin, l'accessibilité, il y a aussi les 3 strates. Donc c'est philosophique, c'est pas simplement une question d'outils, il y a une question de philosophie aussi derrière. Oui, et c'est le danger quand même de l'époque. C'est-à-dire maintenant, avec la puissance de certains géants du numérique, on nous dit, mais tout devrait être aussi efficace que le e-commerce. Alors je crois que c'est vrai. Je crois que c'est inacceptable aujourd'hui que si j'achète une clé USB 1 € chez Amazon, je sais où elle est, sur quel scooter, que ma concierge n'était pas là, tout ça. Et puis si je demande une bourse de rentrée scolaire, on me dit attendez 3 mois. Oui. Donc, les gens veulent une efficacité aussi forte que le e-commerce, mais par ailleurs, on n'est pas consommateur de la République. Et les gens veulent, ils veulent ou ils ont le droit, ou il faut qu'on les pousse même à s'engager, à prendre leur destin en main. Mais en quoi ça vous oblige justement du coup, cette façon de faire qui est très différente ? Les 40% d'abstentionnisme, ça a un rapport peut-être avec une manière dont l'État se pose et dit bougez pas, on vous livrera une solution un jour, attendez qu'on soit prêt. Ça a un rapport. Donc l'inclusion numérique pour moi c'est aussi, et ça c'est le plus dur, c'est l'inclusion du citoyen dans la décision. Ça devient une grande mode, il y a des gens très bien sur le salon de faire des concertations publiques. Mais il faut être sûr qu'on sache écouter ce que dit la concertation, puis repenser nos process pour donner une place à cette parole-là. Et puis, on a fait l'exercice avec la loi République numérique. Retourner au Conseil d'État en disant il y a un blogueur à Lyon qui nous a donné une idée géniale, on a envie de changer le texte de loi, c'est très dur. C'est très très dur, quoi. Bon, donc du coup, je repasse la parole à mes collègues. L'État, il fait beaucoup de choses et c'est un peu une mosaïque encore. Mais oui, bien sûr. Il y a un travail d'enfer sur l'accessibilité, sur l'inclusion, sur le très haut débit, sur peut-être Bénédicte peut raconter un bout de ce que fait l'État à la DINSIC. Bénédicte, justement, vous, à la DINSIC, c'est justement un de votre rôles. Ce qu'expliquait Henri Verdier à l'instant, c'est qu'il n'y a pas simplement le fait que le service fonctionne pour un maximum de gens, je vais le formuler comme ça. Il y a aussi, est-ce qu'il correspond aux attentes, est-ce qu'il me fait participer à la vie de la cité, etc. Et ça, c'est un peu votre dada, quelque part. Oui, ce qui est important, c'est qu'on est effectivement en charge du numérique, mais c'est le numérique pour quelque chose. C'est surtout pas le numérique pour le numérique. C'est pour ça que ce sur quoi on se concentre, c'est l'expérience utilisateur. La différence entre l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur, c'est qu'on s'intéresse à ce qui se passe avant d'avoir trouvé l'interface. Donc, est-ce que je vais savoir facilement comment démarrer ma démarche ? Et on s'intéresse à ce qui va se passer après, c'est-à-dire comment le service a été rendu. Si vous achetez quelque chose sur un site de commerce électronique et vous n'êtes jamais livré, vous n'en avez rien à faire que le site de commerce électronique soit extrêmement joli, graphiquement, très ergonomique, etc. Donc c'est vraiment ça l'enjeu. Deuxième chose, on peut être face à une situation, c'est peut-être le cas des jeunes, où on peut se retrouver avec une multiplication d'une fracture administrative avec une fracture numérique. C'est-à-dire en fait que dans les 10 principes d'une démarche exemplaire qu'on diffuse et que notre outil pédagogique vis-à-vis des administrations, on va autant vous parler du jargon administratif et donc de ce qu'il faut viser en termes de simplicité du langage que de questions strictement d'ergonomie. Voilà, c'est vraiment l'expérience utilisateur dans son ensemble. Peut-être dernier élément, pour répondre aux chiffres qui a été donné par Yann Bonnet sur les 40% qui ont peur de la généralisation des démarches numériques, puisqu'il y a eu beaucoup de communication là-dessus, il faut savoir qu'il y a 60% des Français qui n'ont pas peur de faire toutes leurs démarches en ligne. Ça, c'est aussi le travail de la DINSIC, de faire des démarches qui fonctionnent pour ces 60% de Français qui souhaitent ne plus se déranger au guichet et les faire en ligne pour dégager des moyens
du côté de l'inclusion et de l'accompagnement des personnes qui en ont besoin. Alors, cette question de la peur, peut-être que Guy voulait réagir, sur cette question de la peur, est-ce qu'on a peur pourquoi? On a peur parce que, je ne sais pas moi, il y a pas mal de la déclaration en ligne de certaines PME, certains disent c'est extrêmement compliqué, et donc j'y vais pas, quoi, tout simplement. Je préfère parler à un être humain que déclarer mes impôts sur Internet. Eh bien, si on pose encore aujourd'hui la question du numérique, je dirais à un Français moyen, c'est quoi son premier réflexe? J'allais presque dire même à un chef d'entreprise. Son premier réflexe, c'est... Les pirates. Déshumanisation, j'y arrive, tu as raison. Déshumanisation, Oui. sécurité et suppression d'emplois. Oui. Bon, on a un vrai problème, et là, je crois que tous les acteurs doivent se mobiliser là-dessus pour que le message de la transformation numérique devienne positif. Explique pourquoi ce n'est pas ce que ces réflexes-là. Et je voulais interpeller, puisqu'on a la chance d'avoir les gens à la DINSIC ici, moi, je voulais les interpeller parce que, à les écouter, que ce soit Henri de son point de vue philosophique, comme Madame de son point de vue tellement efficace, pragmatique, mais moi je dis, mais pourquoi c'est pas diffusé mais de façon massive? Pourquoi tout le monde n'utilise pas monservicepublic.fr? Voilà, tous ces outils-là que nous avons et qui sont fantastiques. Alors sur les impôts, je me rappelle à l'époque, j'avais un peu bousculé Mandon en lui disant il faut les rendre obligatoires, que la consultation par Internet des impôts, la saisie par Internet des impôts soit obligatoire. On m'a dit ah non, c'est pas possible. On a mis une petite carotte en attendant, en disant que... Et on l'a fait finalement, Oui. c'est devenu obligatoire. Et moi, je pense qu'il y a une résistance des pouvoirs publics pour les raisons qu'on a évoquées précédemment, justement, déshumanisation ou autre suppression d'emplois, à vouloir massivement déployer tous les outils magnifiques qui ont été développés. Henri Verdier. Non, mais là, il faut aller vraiment sur de la sociologie administrative profonde. Je vois des amis de la Poste là. L'autre jour, j'ai changé d'adresse. Et donc, je suis allé faire une déclaration de changement d'adresse. Et là, la dame, elle me dit, ça vous dérange pas si on remplit un bordereau? J'ai dit oui, mais ça m'intéresse, je m'occupe de transformation numérique, expliquez-moi. Elle dit bah, c'est juste la deuxième fois en 3 ans qu'il me change le logiciel de changement d'adresse, mais j'ai pas encore été formé. Bon, ça c'est toi, mais on en a plein des comme ça. La structure de l'État, c'est quand même un front office assez important, avec des gens à la DINSIC qui sont 140 et qui inventent des trucs géniaux. Mais le temps et la conduite du changement, d'abord, est un vrai grand sujet. C'est un premier sujet. Deuxièmement, moi, je ne pousse pas trop aux décisions coup de menton ou case, parce que personne ne vous a obligé à passer sur Gmail ou sur Facebook ou sur machin. Quand un produit est vraiment réussi, les gens supplient pour l'avoir. Donc, se donner le confort de faire passer un décret, une circulaire, machin, et de dire maintenant, je veux voir qu'une tête, c'est aussi obliger les gens à mettre des chaussures une taille trop petite et rater à la fin. Oui, mais donc, j'évite ces canaux-là. Et puis, troisièmement, je le rappelle, on a le droit aussi de ne pas avoir envie de faire en 100% des maths, quoi. Et parce que les Anglais, ils ont exploré autre chose. Ils ont dit, tac, et certains ministères récemment, ok, je ferme les guichets et les gens finiront bien par s'adapter au numérique. Donc que ce soit un peu long, oui, c'est vrai, mais ça permettra, je l'ai dit tout à l'heure, on doit resécréter une vraie civilisation. Voilà, pensez à autre chose, pensez à l'urbanisme. Quand quelqu'un dit, moi je dessine une ville nouvelle géniale d'un trait de plume, ça devient jamais un quartier sympa, quoi. Une ville, c'est des essais, des erreurs, des échoppes qui ouvrent, qui ferment, des gens qui percent une voie. Et ça se construit autour des usages, mais au sens des us et coutumes, autour de la vie réelle, quoi. Et ben, un très bon service numérique, ça sera pareil, ça sera construit autour de la vie réelle, quoi. Alors, j'ai appris l'autre jour que quand Cameron a fait Avatar, il a recruté 15 graphistes pour dessiner les arbres dans les forêts, parce qu'il a dit, si j'en ai qu'un, ça se verra que c'est dessiné. Parce que la nature, c'est trop varié, quoi. On va remercier Henri Verdier qui a un rendez-vous très important au Salon des entrepreneurs. Merci beaucoup. Oui, ben il faut que vous soyez à l'heure pour l'inauguration. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de rester avec nous. Il y a un numéro avec un SMS. Tous les SMS arrivent sur ma tablette et je peux poser des questions à propos, parce que parfois vous avez des questions sur le moment qui sont très à propos et je peux les poser aux différents intervenants. Donc n'hésitez pas, mais on aura un micro qui circulera tout à l'heure. Alors justement, vous vouliez, Jean-Pierre Louis? Oui, j'avais une petite remarque pour rebondir sur les impôts. C'est aussi notre responsabilité de penser comment on va accompagner les citoyens qui sont en décrochage par rapport à ces démarches.
Et ce qui va permettre ensuite de permettre cette adoption par une plus large population. Parce que justement, sur la question des impôts, on a fait une expérimentation au mois de juin, enfin, au moment de la déclaration en ligne des impôts, avec la DGFiP. On a expérimenté un chèque culture numérique, qui est comme un chèque déjeuner où vous pouvez contrepayer un service de médiation numérique dans un lieu dédié pour être formé. Et l'idée, c'était de travailler dans 4 départements avec 4 centres des impôts pour orienter vers des lieux de médiation numérique. Donc on estime entre 4 et 6 000 le nombre de lieux de médiation numérique en France. Ça va de l'espace public numérique, de la médiathèque, du tiers-lieu, de lieux portés par des associations comme We Take Care, pour être formés et accompagnés. Et quand le citoyen se présentait devant l'agent, on lui remettait un chèque et un flyer. C'était vraiment une preuve de concept. Parce qu'après, il y aura toute une plateforme d'émission et d'orientation de chèques, mais pour qu'il soit orienté vers un lieu où il allait apprendre à se servir de impôts.gouv.fr. Et il y avait un chèque supplémentaire pour apprendre quelque chose d'autre. Parce que l'idée qu'on a, c'est que, bien sûr, il faut qu'on adresse la partie de la population la plus en difficulté, mais il faut aussi qu'on crée un peu une dynamique d'apprentissage plus large des questions numériques, au-delà de la question d'inclusion. Oui. Et il n'y avait qu'une dizaine de pourcents de personnes qui connaissaient l'existence de ces lieux, et tous ceux à qui on a remis des chèques, ils sont allés, et au final, les 3/4 se sentaient autonomes à la fin de cette formation. Donc la formation est très importante, ouais. Mais j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait toujours un service humain qui est conservé dans tous les cas, parce qu'il faut qu'on puisse revenir à... peut-être que vous vouliez, Bénédicte. Alors, je voudrais apporter une petite précision importante, c'est qu'il ne faut pas forcément opposer service humain et numérique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient peut-être très satisfaits de faire la démarche depuis chez eux sur leur ordinateur et de pouvoir envoyer un mail et avoir une réponse dans la journée par un humain. Donc il y a vraiment 2 questions. Le numérique, en fait, il y a l'automatisation qui est une chose. Oui. Et il y a le contact avec un humain qui peut se faire en se déplaçant, mais qui peut se faire avec le numérique, puisque l'utilisation de nous tous du numérique, c'est à mon avis en majorité du contact humain. C'est pour ça qu'on utilise aujourd'hui le numérique. Bien sûr. Et je pense que on crée une distance avec le numérique parce que le message n'est peut-être pas si clair que ça et qu'il faut distinguer ce qu'on doit faire sur l'automatisation et ce qu'on doit faire et la partie guichet d'accueil, réorganisation, etc. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a aussi quelquefois une petite ambiguïté, c'est quand on met la pression sur les usagers finaux pour qu'ils fassent des services en ligne, ça va pousser les administrations à développer des front office et pas forcément les pousser à automatiser leur processus interne. C'est pour ça qu'on parle aussi, nous, de symétrie des attentions. Il faut à la fois entendre les agents, l'intérieur de l'administration et les usagers. Alors on a parlé, justement, c'est Guy qui a levé ce point, cette idée de ne pas avoir peur, parce qu'il y a des peurs qui posent problème et qui bloquent à la fois les usagers, mais aussi ceux qui sont les donneurs d'ordre et qui font ces services-là, parce qu'ils ont exactement les mêmes peurs. Mais je voudrais qu'on reste sur cette idée de la formation, d'accompagnement. Ça veut dire que parfois le service est bon, mais il est inconnu, tout simplement, ou les gens ne... Et là, je me tourne vers vous, Jean Didier. Soit les gens n'ont pas l'appareil, soit ils ne connaissent pas, ou ils ne parlent pas la langue. Justement, alors racontez-nous justement vous avez 2 casquettes. Une casquette qui est sur l'accès à l'appareil, tout simplement, et l'autre qui est sur la formation. Racontez-nous. D'abord, la clé d'entrée, si on veut agir, je crois qu'il faut généraliser le diagnostic de la précarité numérique. C'est-à-dire qu'on déploie des services, mais on ne connaît pas la capacité des gens et on ne sait pas les identifier. Et là, se pose la question de qui doit le faire. Et effectivement, les collectivités territoriales ou les opérateurs de services publics ou de services essentiels, qui sont des grands guichets ou l'action sociale qui reçoivent les publics, ont une responsabilité de diagnostiquer cette précarité numérique. Ce que l'on est en train d'opérer avec un certain nombre d'opérateurs. Donc ça, c'est la clé d'entrée. Et ensuite, se pose la question, à l'échelle d'un territoire, de comment est-ce que toutes les parties prenantes qui ont un rôle à jouer s'organisent. Alors, quel est le rôle de l'opérateur qui dématérialise ? Si on poursuit avec l'exemple de la Poste, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire dans un guichet, notamment pour des gens qui sont proches, dont finalement le sujet, ce n'est pas tant la compétence numérique ou le défaut de compétence numérique, mais beaucoup plus cette crainte de s'engager dans des parcours dématérialisés, c'est-à-dire perdre le filet humain. Donc, comment est-ce qu'on peut organiser ça directement avec l'opérateur ? Et puis ensuite, pour des gens plus éloignés, va se poser le problème, en tout cas pour les exclus, de les rapprocher d'une action sociale qui doit se mettre à la page finalement de cet accompagnement avec quelque part une compétence numérique. D'abord,
avoir une information à jour. Oui. Il faut voir aussi que nos services numériques, et notamment étatiques, évoluent très vite. On aime faire évoluer le réglementaire, et ça perd à la fois d'ailleurs les salariés des organismes de terrain qui portent, je pense à des CAF notamment, ou ce type d'organismes qui subissent finalement des évolutions très rapides et dont on voit que les salariés, notamment les gens qui sont à l'accueil, ne maîtrisent pas toujours les propres infrastructures. Et puis ensuite, va se poser le problème effectivement de la formation pour des gens pour lesquels il manque de compétences numériques de base et qui sont les plus nombreux parmi les gens qui sont en précarité numérique. Et c'est là où il y a défaut. Alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir beaucoup de guichets autour de numérique, mais pour faire de la formation, notamment avec des publics fragiles, il faut deux qualités. La première, c'est savoir gagner la confiance de ces publics, avoir une pédagogie adaptée, et ensuite outiller cette démarche de telle sorte que voilà, il y a une forme d'homogénéité d'une formation et de parcours. Et puis évidemment, derrière va se poser le problème du financement, qui est en plein cœur des discussions qui sont portées par les différents programmes qui sont soit au secrétariat d'État au numérique, soit à la transition des territoires, soit aussi dans le pan pauvreté qui va intégrer des dimensions numériques. Yann Bonnet, justement, sur cette question du financement, c'est vrai qu'il y a besoin d'argent derrière. Il faut trouver les bonnes populations, c'est une chose, mais il faut savoir leur parler avec les bons publics pour leur parler. Mais après, il y a besoin de moyens. Et sur cette question... Alors, ce qu'on voit, c'est donc la question de l'éducation, de la médiation numérique est vraiment essentielle. Du coup, moi je pense que c'est vraiment génial en fait, tout ce type d'initiatives qui sont portées par Emmaüs Connect, We Take Care. Il y a différents initiatives de ce type qu'il faut vraiment pousser, soutenir, qui sont soutenues aussi par certains géants du numérique, ce qui est vraiment super. Mais il faut veiller aussi que l'État se désengage pas, et c'est pas le cas, mais il faut vraiment toujours veiller à ça pour que justement les services de société numérique, de l'agence du numérique notamment ou la DINSIC aient les moyens de penser utilisateur à chaque fois Allez-y, nommez, parce qu'on peut dire que We Take Care est partenaire de Google. Vous avez reçu combien d'argent de Google pour monter 1 million, c'est ça? Et on pourrait demander après, du côté de l'agence numérique, quel est son budget? Oui, le sujet, c'est vous avez toujours des bailleurs et il n'y a pas que des GAFA, Dieu merci, qui s'engagent. Il y a beaucoup de fondations et beaucoup d'entreprises qui soutiennent la démarche. Le sujet, c'est aussi qui est censé payer. C'est-à-dire que et là, si on faisait des rapprochements avec ce qui se passe sur des taxes aux pollueurs, quelque part, on pourrait imaginer que tous ceux qui ont un gain finalement de cette dématérialisation soient les premiers contributeurs. Il y a une forme de logique à cela. Et là, Guy, vous allez certainement, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus, mais c'est vrai que Google, Facebook et autres profitent énormément d'une société française avec des gens qui sont très bien éduqués. Ça leur permet de vendre des tas d'applications, mais ils ne payent pas leurs impôts en France, et donc c'est pas complètement stupide qui finance les... On pourrait revenir ça, mais je crois que c'est pas trop le sujet. Pourquoi pas? Simplement, moi je vois pas pourquoi vous êtes gêné que Google vous donne 1 million. Je veux dire, c'est une très bonne nouvelle. Je suis pas du tout gêné. Au contraire. Oui, enfin bon, globalement, s'ils contribuent à cela, ma foi, c'est bienvenu. Simplement. Moi, j'ai une solution, parce qu'ils font un travail absolument extraordinaire, quand même, à Emmaüs Connect, c'est vraiment adresser un sujet très compliqué, avec peu de moyens, et essayer d'avoir des résultats, quand même, c'est extraordinaire. Mais, malgré tout, ils arrivent, j'allais presque dire, après la bataille, puisqu'on a déjà le problème. Or, nous, j'allais dire, je ne suis pas le seul à le promouvoir, c'est de dire, mais prenons ce sujet en amont, le plus tôt possible, à l'école primaire. Et pas l'option ISN qu'on a fini par avoir au bac. Non, allons le plus en amont possible. Et encore une fois, non pas pour former des informaticiens dont nos entreprises ont besoin, ce qui est vrai aussi, mais c'est surtout pour former des utilisateurs responsables, des utilisateurs, quand ils utiliseront Google, ils sauront pourquoi c'est gratuit. Oui, donnez des exemples très précis, parce qu'on dit qu'il faut former à l'informatique à l'école. Et on va vous dire, mais on forme déjà à l'informatique à l'école. Mais non C'est faux, justement, tu fais bien de le soulever. Non, c'est faux, on ne forme pas à l'informatique à l'école. Alors on s'est battu, quand j'étais au Syntec numérique, c'était un de mes dadas, mais ça continue, pour
initier les enfants à l'école, les petites filles, justement pour que après, eh bien, quand elles se retrouvent, elles choisissent ces carrières-là aussi. Mais c'est surtout, et là pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est que quand n'importe quel salarié, ouvrier, cadre, médecin, pharmacien, dans sa profession, aura une utilisation responsable du net, aura une utilisation efficace et diminuera et finalement ces problèmes d'inclusion. Parce que c'est bien joli, Emmaüs Connect, mais si on leur donnait moins de gens à traiter, si ces 40% n'étaient que 10 ou 5%, ils pourraient être encore plus efficaces. Donc je crois que ça, c'est le sujet vraiment majeur de notre pays qui n'a pas encore pris conscience de cela, de la formation depuis le plus jeune âge, non pas au numérique, mais je rajouterai à l'informatique aussi. Et encore une fois, je sais que je vais avoir des critiques, hein, c'est pas pour aller faire du basique ou du Fortran à 6 ans, hein, on est bien d'accord. Hein. Il y a des tas de façons de faire de l'informatique. Le code à l'école. Hein. D'accord, hein, non, mais non, je le dis tout de suite parce que moi, c'est ma femme qui est inspectrice de l'éducation nationale et qui me passe un savon tous les soirs hein, sur le sujet. Hein. D'accord, donc je répète, il ne s'agit pas de faire du développement à 6 ans. Hein, voilà. Il s'agit de prendre vos... Alors justement, du côté, vous travaillez déjà un peu sur ces sujets. Oui. Bah, c'est pour ça qu'il est important de raisonner en termes de culture numérique. L'idée, c'est que les GAFA participent à la formation, à l'effort collectif, pourquoi pas. Mais tant qu'on n'enferme pas les citoyens dans un seul silo, on va former les citoyens à utiliser que Facebook, à utiliser que Google. Donc c'est pour ça qu'on part du Il ne s'agit pas de se former à l'outil, il s'agit de se cultiver au numérique. En plein débat sur le RGPD, etc. Je pense que c'est important d'avoir ces notions en tête. C'est pour ça qu'on part du constat qu'il est important de faire une grande alliance des acteurs de la médiation numérique qui vont des associations, des collectivités territoriales, les grands opérateurs de services publics. Donc pour ça, Mounir Majoubi, le secrétaire d'État au numérique, a lancé une stratégie nationale pour un numérique inclusif qui s'inscrit notamment dans la conférence nationale des territoires. Donc toutes les associations de collectivités, les opérateurs sociaux, les associations participent à ça. C'est un temps de travail qui s'est ouvert au début de l'année, qui va durer jusqu'au mois d'avril, pour justement qu'on identifie tous ces publics exclus. Quelle est l'offre de formation, quels sont les financements, parce que chacun y prend sa part, tout le monde, dans chaque collectivité, dans chaque opérateur social. Il y a déjà des budgets qui sont dédiés, et c'est comment est-ce qu'on arrive à uniformiser ça sur le territoire pour être sûr d'avoir un vrai pacte républicain numérique qui va pouvoir... Donc là, on aura des conclusions en avril, et ça sera très important de relier ça aussi avec l'éducation nationale. On auditionne beaucoup justement de DAN et d'inspecteurs d'académie pour voir comment est-ce qu'on peut faire la passation entre ces différents publics qui finalement sont tous liés, et tous ces acteurs publics et privés qui sont aussi liés. Alors, Jean Dédier, vous allez intervenir, mais juste, Guy, on vous interpelle. Vouloir former les filles au numérique, c'est bien, mais quand formera-t-on les garçons et les hommes à l'inclusion des femmes? Ici encore, une seule femme sur une table ronde contre 5 hommes, et je pense que vous avez quelque chose de très clair là-dessus. Oui, alors là, c'est formidable de m'interpeller sur Vous lui avez tendu une perche. Ah, c'est vraiment une perche. Vous avez parfaitement raison. Je ne suis pas la personne, l'homme ou la femme. Eh bien, madame, vous avez parfaitement raison. Je dois vous dire que donc, je suis un des initiateurs, fondateurs du mouvement Jamais sans elle, et que hier soir, j'étais sur le point d'annuler ma participation. Donc, et je peux vous dire aussi que nous avons Yann Bonnet qui est signataire et Henri Riverdier signataire aussi. Hein. Donc, franchement, je suis très heureux que Bénédicte ait accepté de participer. Et encore une fois, on voit bien que quand une femme participe, elle apporte quelque chose. Elle n'est pas là que parce qu'elle est une femme, c'est parce que c'est une praticienne du sujet et qu'il fallait un peu se casser la tête pour le trouver. Voilà. Donc, globalement, vous avez parfaitement raison. Et je pense que, je reviens à ce que j'ai dit juste avant, si on formait les jeunes filles le plus tôt possible, eh bien, je pense qu'on en aurait plus dans le monde de l'informatique et finalement, on aurait plus d'intervenantes qui pourraient participer. Et je ne jette pas la pierre aux organisateurs parce qu'ils font beaucoup d'efforts souvent et qu'ils ne trouvent pas assez de femmes malgré nos propres engagements, nos propres efforts. Il y a beaucoup de commentaires, notamment sur cette question des femmes, et on dit c'est plutôt que de les former au code, former les jeunes filles au code, les former à des choses qui sont beaucoup plus axées sur le sens pratique et sur la culture, tout simplement, du numérique, et ça va tout à fait dans le sens de ce que vous dites. Mais revenons sur Jean Dédier, justement, sur... Bénédicte, je vous en prie, pardon. Alors, non, ce que je peux juste dire, c'est que ce n'est pas la première fois que j'interviens à une table ronde, uniquement parce qu'il y avait un problème, voilà. Mais voilà. Non, c'est pas pour ça, Bénédicte, c'est pas vrai. C'est parce que vous êtes très très compétent sur ce sujet et on doit parler des arnaques administratives avec vous également. Je voulais ajouter une chose. Il y a quelques années, on a travaillé avec un
petite structure qui s'appelait l'Observatoire des usages du digital, qui était cofinancé par des grosses entreprises type ENJ, Orange, et, le SGMAP avait aussi participé à cette étude. Et il y avait un thème d'étude chaque année, et il y a eu une année la question de comment généraliser le digital à toute la population. Et on a travaillé là-dessus. Je pense que les conclusions restent très valables, en fait. Et il y avait notamment ils avaient notamment mis en exergue que en fait, il s'agit de conquérir une majorité de la population qui n'est pas fan du numérique. Or, si on écoute les réseaux sociaux, si on écoute tous les outils numériques, il y a une survalorisation des fans du numérique, et donc il faut se mettre en position d'écouter la majorité silencieuse qui cherche des services efficaces, qui vont lui faire gagner du temps. Et donc la première recommandation, c'était que le service numérique propose ce qu'ils appelaient des boucles de retour vers le réel. Oui. Ça me fait gagner du temps dans ma vraie vie, je l'utiliserai, y compris si c'est numérique. Oui. C'est pas, il y a un moment donné, j'ai l'impression qu'on est un peu pris dans un tourbillon d'une idéologie du numérique dont il faut s'éloigner. L'exemple, ça va être Blablacar. Moi, ça m'est arrivé l'été dernier. Ma tante de plus de 80 ans, elle avait besoin de faire un trajet en France. Il n'y avait pas de train, ça mettait 4 heures en train, ça mettait 1h30 en Blablacar. C'est moi qui ai fait la réservation. Elle a utilisé l'outil numérique. Elle sait qu'elle est passée par un outil numérique et qu'elle a voyé avec Jean-Pierre de tel endroit à tel endroit. Et ben voilà, le service concret, on le comprend très bien. Donc vraiment, je peux vous le dire, parce que je suis une femme, il faut atterrir et ne pas parler que du numérique. J'ai l'impression que quelquefois, c'est comme si au lieu de parler du livre passionnant que vous avez lu jusqu'au milieu de la nuit, vous regardez l'ampoule et vous décrivez comment elle est fabriquée, etc. Donc je pense vraiment qu'il faut qu'on parle de ce à quoi sert le numérique. Et comme vous m'avez interrogé sur les arnaques administratives, ça me permet de rebondir sur le... On va y venir plus sérieusement sur les arnaques administratives. Mais juste, Jean Dédier, justement, quand on entend que c'est pas forcément une question d'outils, il faut que, dès qu'on voit le bénéfice du service, s'il est bien démontré, comme Henri Verdier disait tout à l'heure, on ne vous a pas convaincu, on ne vous a pas mis un pistolet sur la tempe pour utiliser Facebook et pour utiliser des outils comme ça. C'est parce que justement on y voit son intérêt, on y voit son bénéfice, qu'on y va naturellement. Et beaucoup de gens utilisent les réseaux sociaux, ne considèrent même pas ça comme de l'informatique ou comme du numérique. Pour eux, c'est une façon de discuter avec monsieur, madame, tout le monde. Vous qui êtes dans le milieu associatif, justement, quelles sont vos clés, justement, pour embarquer les gens ? La clé, c'est effectivement de trouver les sources de motivation. Et souvent, d'ailleurs, ça marche très bien quand on fait ça de pair à pair. Ah. Typiquement, si on pense aux personnes âgées, une des clés des usages du numérique, c'est sortir de l'isolement. Quand vous avez quelqu'un qui vous ressemble, qui a fait le parcours qui a gagné son autonomie sur Skype, et quelqu'un veut vous dire bah, ça a changé ma vie, parce que maintenant, toutes les semaines, je vois mes petits-enfants ou mes enfants, et ma vie a changé. Là, vous avez un levier extrêmement fort pour engager dans un parcours de formation une personne qui, à la base, était résistante et qui vous aurait dit « Écoutez, moi, ça fait 80 ans que je vis très bien sans le numérique et je ne vois pas très bien pourquoi je me formerais et puis, de toute façon, c'est trop tard. » Voilà. Donc, effectivement, la clé, et c'est au cœur du diagnostic de la précarité numérique, c'est-à-dire que il faut identifier les compétences numériques de base, mais ensuite, il faut savoir identifier quels peuvent être les leviers offerts par les services numériques pour telle ou telle personne. Et c'est évidemment comme ça qu'on va arriver à l'engager dans un parcours qui, de toute façon, va lui demander plus d'efforts que pour vous et moi. Alors, juste, Yann Bonnet, on va revenir de façon plus globale. Là, on a vu une personne âgée qui se dit « Non, mais le numérique, c'est pas pour moi » ou « C'est trop compliqué, j'y vais pas ». Cette idée d'inclure tout le monde, justement, parce que c'est pas simplement une question... quand on a préparé cette table ronde, vous m'expliquez que c'est pas simplement une coquetterie quelque part, c'est une transformation globale de la société qu'on est en train de vivre justement, et que du coup, ce serait vraiment dommage pour certaines personnes de ne pas y aller, et quand on dit personnes, c'est pas des fois des personnes physiques que des personnes morales, justement sur cette question de transformation de la société, et comment on accompagne cette transformation. Oui, alors c'est là où en fait, on revient à chaque fois de ce que disait... parce ce qu'on a dit, l'importance de l'éducation, de la médiation numérique. Vous, dans les collectivités, au niveau des territoires, il faut vraiment, vous avez un énorme rôle de mettre en avant en fait, toutes les initiatives qui sont sur le territoire.
on a parlé de l'histoire des compétences. Je pense qu'il y a un autre sujet qu'on a un tout petit peu abordé, mais c'est l'histoire de l'automatisation qui inquiète beaucoup en ce moment. Alors que moi, là, en ce moment, je travaille avec Cédric Villani sur sa mission sur l'intelligence artificielle, qui est un peu à la mode. Il y a beaucoup de fantasmes. On peut écarter beaucoup de choses. Là, ça fait encore plus peur que ce que disait Guy tout à l'heure. Donc il y a l'IA faible et l'IA fort. En deux mots, l'IA fort, ça serait une sorte d'intelligence qui aurait conscience d'elle-même. On n'y est pas du tout. HAL 9000, Terminator. Voilà, donc ça, il faut dégager toutes ces peurs-là. Et en fait, moi, je pense qu'on pourrait s'appuyer, imaginer, pour être un peu plus prospective, s'appuyer sur un certain nombre de bons et de progrès là, qui sont en train d'arriver en termes d'intelligence artificielle pour que ça devienne en fait un outil pour l'inclusion. Et je pense, je voulais parler de 3 points. Le premier point, c'est on voit un certain nombre d'algorithmes qui peuvent aider en fait un certain nombre de personnes qui ont des handicaps. Je pense notamment aux malvoyants, où en fait il y a un certain nombre de process d'algorithmes qui ont été mis en place, notamment par Facebook, mais pas seulement. Il y a plein qui permettent de décrire des images, par exemple. Pour les malentendants, c'est pareil. Il y a des dispositifs qui permettent de lire sur les lèvres. Ça veut dire très clairement, c'est que bon, soit on utilise son smartphone, soit on utilise des lunettes avec une caméra, et elle est capable de vous dire, je suis dans une pièce, il y a 4 personnes, 4 garçons, une fille, il y a 2 tables. Ça décrit la vie, et donc ça me permet de me... Et ça va aider à un certain nombre de personnes qui sont en difficulté ou qui ont des handicaps de pouvoir bénéficier de cette société numérique qui nous apporte beaucoup de choses positives. Le deuxième point, c'était la problématique de l'accès aux droits. On voit, il y a un certain nombre de chiffres qui sont un peu alarmants, où il y a un certain nombre de frictions. Par exemple, l'abandon des démarches en ligne pour la justice, j'ai lu que c'était 36% des demandes qui se font sur la justice en ligne qui sont abandonnées. Donc là, il y a des problèmes, il y a des frictions. C'est pareil, je crois, au niveau des impôts. Donc c'est là où il va falloir en fait utiliser un certain nombre de technologies, faire en sorte que l'État se transforme en fait en quelque sorte comme une plateforme. Ça, c'est un discours que porte Henri Verdier énormément, pour que différents acteurs, il y a des choses que l'État arrive moins bien à faire que des associations ou des entreprises, pour que les associations et les entreprises puissent proposer des services un peu plus innovants et aider un tel ou un tel citoyen pour, par exemple, répondre et remplir sa feuille d'impôt, parce que parfois c'est un peu compliqué. Et le dernier point, c'est, je pense que, notamment sur l'IA, on peut utiliser un certain nombre d'algorithmes pour essayer de mieux comprendre des publics qui sont en situation de difficulté ou qui vont l'être, parce qu'on peut anticiper en fait un certain nombre de choses. Et je pense notamment sur le décrochage scolaire ou la perte d'emploi. Alors, on pourrait très bien en fait utiliser toutes les données de l'État pour identifier et avoir un accompagnement humain beaucoup plus spécifique sur telle ou telle population. Après, il faudra faire très attention pour de ne pas rentrer dans un système de surveillance généralisé. Et donc, il faudra mettre des garde-fous et la place de l'humain sera encore une fois essentielle. Mais c'est ça le gros message, c'est de se dire qu'en fait le numérique, ça peut nous aider, nous, dans nos emplois, acteurs publics ou pas, à gagner du temps. L'IA va apporter énormément de chances pour être beaucoup plus efficace, et ça va nous probablement dégager un peu de temps pour le relationnel, pour passer plus de temps sur des populations qui ont un peu plus besoin. Et ça va masquer la technologie. C'est aussi ce que j'entends dans votre message, c'est que non seulement ça dégage du temps pour faire du relationnel, mais ça masque aussi totalement la technologie. Il y a un autre point qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, et c'est un point qui est pas souvent soulevé du côté d'Emmaüs, c'est cette idée que certaines démarches aujourd'hui sont 100% numériques. Le Pôle emploi, par exemple, si on n'a pas de connexion Internet, si on n'est pas numérisé, on ne peut pas y aller. On voit aujourd'hui des acteurs qui se substituent, comme des LinkedIn, des Le Bon Coin, qui font de l'emploi aujourd'hui. On parlait tout à l'heure dans la conférence précédente de l'ubérisation des services publics, où il y a des acteurs comme ça, qui ne sont pas des acteurs du service public, mais qui viennent se mettre en interface, que des LinkedIn, que des Le Bon Coin viennent s'installer au milieu. Ça pose quand même question ou pas? Alors, il y a la question, pour être plus neutre, de tous les intermédiaires qui se situent entre les usagers et l'administration. Il en existe depuis très longtemps, puisque les experts comptables sont des intermédiaires. Mettez bien le micro sur le menton qu'on vous entende bien.
Comme ça va? Voilà. C'est mieux. Donc les experts comptables, les avocats, les notaires, donc c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Des startups qui vous proposent des services de changement d'adresse, mais ça va être à la fois pour le secteur public, pour toutes vos... C'est des opportunistes, hein, parce que ça marche pas bien. Donc Oui on passe et par non. quelqu'un qui va Alors, vous oui masquer et- la complexité. Oui et non, oui et non. J'en ai rencontré une qui m'a absolument bluffé. Je ne vais pas faire de la pub. En fait, elle vous propose de prendre en charge tous vos changements d'adresse. Donc là, elle joue un rôle. L'État n'a pas à assurer tous vos changements d'adresse avec tous vos prestataires. En fait, le numérique lui permet de faire ce qui n'était pas possible de faire avant, de le faire pour un coût intéressant. Elle monte une activité. Et ces sociétés, on en a rencontré plusieurs dans le cadre d'Action publique 2022, donc le programme de transformation de l'administration. Ce qui nous a assez étonné, c'est que certaines de ces startups nous ont fait un peu redescendre sur l'aspect intelligence artificielle, etc. Parce qu'elles étaient complètement à l'affût du besoin. Oui. Et certaines, dont celle dont je parle, a commencé en mettant en place un service, téléphonique où je crois qu'aujourd'hui, ils ont quasi 60 opérateurs qui répondent. Et il n'y a pas de service vocal interactif, etc. Donc en fait, ces sociétés, je dirais, leur force, c'est qu'elles comprennent très bien comment il faut utiliser la technique, comment il faut utiliser l'humain, comment il faut marier les deux, Et puis le comment besoin, les technologies vous avez nous oublié le besoin aussi, d'usage. Oui. Non, mais tout à fait. D'abord, elles commencent par le besoin et l'usage, et elles savent utiliser les technologies pour répondre à un besoin. Bien sûr. Et donc, alors sur les intermédiaires, après il y a des opportunistes, qui se mettent effectivement dans les failles que laisse l'administration ou dans les manques de qualité. Et il y a aussi un sujet sur lequel j'ai un petit peu travaillé et qui est très important, je pense, du point de vue de la formation, qui sont les arnaques administratives, qui fonctionnent notamment sous le mode du piège à la souscription. C'est-à-dire, on vous dit, vous faites une demande de casier judiciaire. Aujourd'hui, c'est 95% des demandes de casier judiciaire au casier judiciaire national qui se font en ligne. On est sur un service qui est quasi totalement généralisé. Et en fait, vous avez donc un réseau d'arnaques, ou un ou plusieurs réseaux d'arnaques qui achètent des annonces dans Google, qui vous dit c'est bleu, blanc, rouge, c'est 1 €. Et si vous ne faites pas attention, vous êtes abonné. Un système d'abonnement assez intéressant. Les 2 premiers mois, c'est 29,90 €. Et au bout de 4 mois, ça passe à 69,90 €. C'est assez extraordinaire comme modèle. Et si vous ne surveillez pas vos relevés de compte, vous risquez de vous en apercevoir au bout d'1 an. Et eux, leur modèle économique est basé là-dessus. Et c'est parfait. Oui. Et donc, ce problème-là, il repose sur quoi? Sur le fait notamment qu'il y a 50% des internautes qui ne savent pas distinguer les annonces de Google et les résultats naturels. Oui. Donc là, On je revient ne à sais ce pas si problème de c'est dans les culture. sujets de formation, On mais revient je à pense ce qu'il y a problème de un culture. énorme enjeu de formation sur ce point-là. Parce que c'est énorme, y compris des gens qu'on ne met pas dans la fracture numérique, à mon avis, qui ne font pas la différence. Guy, vous vouliez réagir tout à l'heure. C'est pas grave si je voulais réagir à ce qu'a dit Yann. Excusez-moi, même si ce qu'a dit Bénédicte est très intéressant. Non, je voulais vraiment rebondir sur l'affaire de l'intelligence artificielle. Parce que là, c'est un sujet qui aujourd'hui devient maintenant fondamental. Hein. Bon, il y a 2 façons d'aborder le sujet. Alors, il y a la façon Docteur Alexandre, la guerre des intelligences. Alors là, c'est l'anxiété, le monde de demain contrôlé par 3 ou 4 grands acteurs américains. Grande puissance chinois, Laurent Alexandre, c'est Vous chinois. avez raison, et chinois, et puis nous, on est complètement largués, etc. Et vraiment, je préfère la façon dont Cédric Villani et Yann sont en train de l'aborder. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est incontournable, c'est inéluctable, mais c'est entre nos mains. On en fera ce que nous ferons, ce que nous nous engagerons de faire. Et je veux donner un exemple pour venir au problème de la féminisation. Qui a un rapport avec l'inclusion, s'il vous plaît. Absolument, j'y suis à fond. Écoutez, il y a quelqu'un qui est allé au CES qui m'a interpellé en m'envoyant un petit film. Alors, il s'agissait des applications de la robotique et de l'intelligence artificielle. Et globalement, ça montrait des robots, j'allais dire féminins, en train de faire un striptease sur une barre. Vous savez, je ne sais pas comment ça s'appelle. Le pole dance. Ouais, pole dance, voilà. Je suis un expert. Voilà. Je pratique moi-même le pole On voit le dance. spécialiste.
Alors un grand pourquoi spécialiste. cet exemple est très intéressant? C'est que si les femmes s'étaient beaucoup plus engagées dans l'intelligence artificielle, beaucoup plus engagées dans la R&D, beaucoup plus engagées dans l'informatique, peut-être qu'on pourrait éviter de reconstruire les erreurs de notre société ou les travers de notre société. Et moi, j'ai la conviction, c'est un peu ce que tu as dit, Yann, que le numérique, l'intelligence artificielle vont nous donner l'opportunité de construire un monde meilleur, un monde plus inclusif, un monde où on vivra de façon plus harmonieuse. Mais attention, j'interpelle parce que je ne veux pas être naïf de service, c'est si justement nous sommes tous engagés dans la construction de ce nouveau monde. Et on a la chance de vivre aujourd'hui une période absolument incroyable, parce que je pense que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas eu de période, ou pas eu beaucoup de périodes de ce type-là, où nous pouvons être les acteurs de la construction de ce monde. Et c'est pour ça que j'interpelle l'inclusion sur le sujet, parce que justement, on n'est franchement pas dans un monde formidable aujourd'hui. Hein. Le résultat d'années de révolution industrielle, ce n'est pas forcément l'idéal, même s'il y en a beaucoup qui s'y accrochent et qui aimeraient bien y retourner. Et moi, je propose qu'au contraire, on travaille pour construire un monde plus inclusif, moins inégalitaire, où les femmes ont un rôle à jouer égal à celui des hommes et où on a un monde plus harmonieux. Mais ce monde, pour le construire, ça passe évidemment par l'éducation et à commencer, et là je me tourne vers vous, Monsieur Roll et Monsieur Dédier, sur embarquer tout le monde. Parce que là, quand on parle d'études supérieures peut-être pour l'intelligence artificielle, et tout le monde n'a pas malheureusement les moyens de faire une étude supérieure. Et on parle des agents aussi administratifs, parce qu'on a beaucoup parlé des usagers, mais il y a aussi tous les agents de l'administration qui ne sont pas forcément au fait de ces questions. Oui, tout à fait. Alors je voulais rebondir sur ce que disait Bénédicte tout à l'heure. Oui. Mais c'est vrai aussi Rebondissez. Sur cette... on va continuer de tricoter. Mais c'est vrai, sur ce que vous disiez, il y a une très grande enquête du New Yorker la semaine dernière sur les biais dans le code. Si le code fait loi, si 90% du code est écrit par des hommes, enfin, le numérique, ça reste que quelque chose qui est produit par des êtres humains. Et il parlait d'une start-up de la Silicon Valley en IoT qui ne réagissait qu'à de la peau blanche. IoT, c'est l'Internet des objets. Sur tous les trucs. Donc on va reproduire aussi tous les biais dans tout ce qu'on va construire. Mais je voulais revenir sur la question des entreprises et des startups sur l'accompagnement. Les intermédiaires ou sur ceux les qui se substituent. Ce qui va permettre de raccrocher à votre question. Il y a des nouveaux acteurs dans ce secteur. Tous n'ont pas de mauvaises intentions, ne sont pas des opportunistes. Il y a aussi des nouveaux modèles. Toutes ces questions nous questionnent la façon dont on va financer l'innovation également. Ça ne va pas passer uniquement que par des startups. Le chèque numérique, culture numérique dont je parlais par exemple, il est porté par une coopérative à Bordeaux. Ça a été un dispositif qui a été inventé par un acteur privé, donc, mais par une coopérative d'intérêt collectif à but non lucratif, et l'État et les collectivités. Là, il y a 4 départements qui vont le déployer à partir de janvier, prennent part à sa gouvernance. Et dans la continuité, pour accompagner tout le monde, on a participé à la création d'une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle la Mednum, dans laquelle l'État central est devenu sociétaire. C'est la première fois que l'État central est entré dans une SCIC, et dans laquelle on retrouve des associations, des entreprises, des associations de collectivités. Et c'est un modèle qui permet aux collectivités territoriales de rentrer dans la gouvernance, de devenir sociétaire, de créer des coalitions locales entre leurs acteurs locaux, tiers-lieux, associations de médiation, et créer ainsi des passerelles pour monter soit des projets, soit des tiers-lieux, soit accompagner leurs agents dans cette transition, etc. Donc il y a des nouveaux modèles d'innovation qui participent aussi de l'innovation à la fois technologique et pédagogique pour l'inclusion numérique. Donc il faut déjà être inclusif soi-même dans sa façon de faire sa gouvernance, et on ne sera plus. Mais moi, je voudrais revenir quand même à la base, ce fameux agent, ce fameux personne qui est oubliée du numérique, parce que soit on parlait, donc la caricature c'est la personne âgée, mais on parlait du jeune tout à l'heure, du jeune qui est lettré, enfin il utilise son ordinateur régulièrement pour faire du jeu vidéo, mais quand il s'agit de la démarche administrative, il est complètement perdu. Comment on l'attrape celui-là? Alors vous avez dit tout à l'heure, vous avez donné une première piste, c'est il faut utiliser les pairs. Moi ce que je veux savoir, c'est que vous êtes un peu modeste depuis tout à l'heure, racontez un peu votre démarche, racontez ce que vous faites sur We Take Care, sur Emmaüs Connect, racontez ce qui est fait sur le terrain aujourd'hui par le tissu associatif. Il y a plusieurs choses. D'abord, c'est une démarche qu'on a outillée. Si on parle des jeunes, on a une chance, c'est qu'ils ont une appétence incroyable sur le numérique. Oui. Eux, ils viennent.
naturellement. Voilà, donc le sujet, c'est comment, dans finalement le monde de l'insertion professionnelle qui leur est dédié, et on capitalise sur cette appétence pour développer une pédagogie des services qui s'appuient fortement sur le numérique. Voilà, donc nous, donc nous, on a développé une application qui s'appelle Click and Job, qui est en ligne et gratuite, qui permet justement de dédramatiser ce sujet de ma recherche d'emploi et de donner tous les codes aux jeunes, depuis qui suis-je face à l'emploi jusqu'à je candidate. Voilà, donc là, on a un terreau, au contraire, extrêmement fertile. Le sujet, c'est de rentrer dans leur code. Voilà, et c'est aussi pour une action sociale, quelque part, c'est une invitation à revisiter ces pratiques. Oui. Voilà, donc, et notamment dans des pratiques plus collectives, où on fait interagir plus le pair à pair, où l'outil numérique devient une base d'interaction et une base d'apprentissage. Voilà, donc ça, ce sont des choses très concrètes. Sinon, ce qu'on fait, on a deux natures d'opérations. D'abord, on a d'abord un réseau de terrain où on accueille 10 000 personnes par an, voilà, qui est connecté avec l'action sociale dans toutes ses dimensions, qu'on a sensibilisé aux enjeux de l'inclusion numérique, donc, et qui prescrivent du public jusque chez nous, où on peut intervenir chez eux. Et là, on est en capacité d'équiper les personnes en connexion à la téléphonie mobile, à Internet mobile, et puis de leur faire des premiers pas, en tout cas de leur donner envie de s'engager dans des parcours de formation. Donc ça, c'est Emails Connect, c'est sur le terrain. Chez Emails Connect aussi, on a une activité, on est devenu organisme de formation, et il y a un gros travail qui est absolument nécessaire pour beaucoup d'opérateurs publics ou privés qui ont des guichets, c'est de sensibiliser ces professionnels de terrain aux enjeux de l'inclusion numérique, et savoir la détecter, et savoir produire un premier accompagnement. Voilà, donc c'est au cœur du métier. On a formé aujourd'hui plusieurs milliers de travailleurs sociaux. Et puis on a une deuxième activité qui est beaucoup plus, elle, dans l'accompagnement. En fait, on le voit, ces services numériques ou cette État plateforme propose un certain nombre de services, et il faut générer de la médiation entre l'État et un certain nombre d'acteurs ou des opérateurs, un certain nombre d'acteurs sur le terrain, qui sont soit des collectivités territoriales, soit un tissu associatif, soit une action sociale institutionnelle. Et là, notre mission, c'est de travailler d'abord sur leur propre rôle. D'ailleurs, on peut faire ça et avec une collectivité ou un opérateur, jusqu'où je vais. Parce que mon métier, c'est juste de diagnostiquer, ce qui semble absolument nécessaire qui qu'on soit. Est-ce que mon métier, c'est aussi d'orienter vers des acteurs que j'aurais cartographiés qui peuvent aider mes sociétaires, mes clients, mes ayants droit. Voilà. Ou est-ce que mon métier, c'est d'aller plus loin et c'est de produire, on va dire, de la formation. Et très souvent, la réponse est non. Mon métier, c'est pas de produire de la formation, mais c'est de contribuer à cet effort de formation dans des modalités soit de mécénat de compétences, sur lesquelles les entreprises peuvent être très actives, soit dans des modalités de mécénat financier. Oui, bien sûr. Voilà. Et ensuite, on aide en particulier des collectivités territoriales, d'abord, dans l'identification des publics, et de prioriser un certain nombre de sujets. Les sujets qui viennent le plus souvent, évidemment, c'est l'insertion professionnelle et numérique, ou les personnes âgées numériques, à titre d'exemple. Et ensuite, c'est d'identifier l'ensemble des acteurs sur le terrain qui peuvent agir. Et là, on a une surprise. Et là, on voit que les motivations sont extrêmement fortes. J'ai le souvenir avec la ville de Paris, on a fait ce travail d'identification des acteurs. Il y en avait 600. On se disait, tiens, ils peuvent devenir des acteurs qui peuvent animer des communautés d'aidants numériques. Il y a eu un mail qui est parti avec juste, on va dire, le logo de la ville de Paris. On a eu plus de 80% de taux de réponse d'organisations qui disaient, oui, j'ai envie d'agir. Donc on voit bien que la motivation, elle est là. Le sujet, ensuite, c'est de l'outiller. Donc nous, on a une plateforme qui s'appelle Les Bons Clics, qui vise pour objectif que tout aidant, ou que toute personne autonome sur le numérique trouve le recueil d'informations et les outils pédagogiques pour pouvoir aider quelqu'un qui ne l'est pas. Oui. Donc il y a tout sur les compétences numériques de base, et on travaille notamment avec des acteurs comme La Poste. C'est une boîte à outils quelque part aussi. C'est une boîte à outils pour devenir un aidant numérique. On travaille avec des acteurs comme La Poste pour faciliter l'accès aux services essentiels. Donc on développe des petits outils, ou qu'on construit des petits outils pédagogiques qui facilitent ou qui abaissent la marche d'accès, qui sont des terrains d'entraînement sur tel ou tel service clé qui va de la CAF ou Pôle emploi à des services financiers comme ceux que propose, ou d'assurance que propose la Banque Postale. Alors justement, vous parliez du modèle de Pôle emploi. Quand on va dans une agence Pôle emploi aujourd'hui, il y a les usagers du service Pôle emploi, je ne sais pas comment on peut les usagers du service Pôle emploi, et on voit les chercheurs d'emploi. Autour d'eux, voilà, c'est un peu comme ça qu'on les appelle, les chercheurs d'emploi, et autour d'eux, il y a toute une équipe. Moi, je vois souvent dans une agence, il y a un ordinateur qui est un ordinateur partagé, et il y a toute une équipe derrière pour les aider à utiliser le service. Alors, est-ce que
moi j'ai une question un peu naïve, est-ce que c'est souhaitable d'avoir parfois 3, 4, 5 personnes, et même parfois il n'y a pas assez de personnel pour guider les gens à utiliser le service Pôle emploi? Aujourd'hui, il est quasiment exclusivement numérique. Ou est-ce que, et là je regarde peut-être aussi Bénédicte, est-ce que la logique ne voudrait pas que Pôle emploi, il y ait une expérience utilisateur qui soit aussi fluide que celle qu'on utilise dans les applications de tous les jours? Il n'y a pas besoin de manuel pour utiliser Amazon ou pour utiliser Facebook. Il y a besoin d'un manuel pour utiliser l'application Pôle emploi. Donc on a, nous, des collaborations avec Pôle emploi. Il y a un énorme travail qui est fait. C'est vrai que en fait, ce sujet a été mal emmanché. Globalement, je pense qu'on a sous-estimé, assez curieusement, finalement le nombre de personnes qui étaient en difficulté sur le numérique. Et dans les chiffres trompeurs, notamment, il y avait le taux d'équipement. On a des taux d'équipement de plus de 100%. Donc on se dit, ça y est, tous les Français sont autonomes. Parce qu'ils ont 4 ordinateurs chez eux. Donc on peut dire que, globalement, on est mal parti. Et on est parti surtout très drivé par des problématiques de productivité. C'est-à-dire que je ne vais pas faire des exposés longs sur les pressions budgétaires à droite et à gauche. Elles sont très présentes. Et probablement que, on a sous-estimé le nombre. Et deuxièmement, c'était un peu trop drivé par un souci d'économie qui a pu nuire à une analyse des potentialités, et notamment des capacités publiques. Donc aujourd'hui, il y a un gros effort pour rattraper le temps perdu. Et effectivement, je pense un peu comme vous le faites, ils conduisent ces travaux pour pouvoir avoir, on va dire, des parcours utilisateurs qui soient le plus fluides possible. Le sujet, et ce sur quoi ils travaillent maintenant, c'est comment ils viennent à aider ces publics qui ne sont pas en capacité d'accéder à ces services. Oui, mais parce que, je ne sais pas pour vous, enfin, pas pour vous, mais ici peut-être dans la salle, ce n'est pas le cas, mais un clavier avec 102 touches, avec F1, F2, F3, Escape, Contrôle, Alt, enfin, franchement, c'est pas la même chose qu'un écran de téléphone portable avec 4 boutons. Donc, est-ce que c'est une question d'outils ou est-ce que c'est une question de démarche pour délivrer le service? Alors, plusieurs réflexions. Parce qu'il y a une souris avec 3 boutons, une roulette. Enfin, franchement, parfois, on est un peu paniqué pour utiliser ces trucs-là. Oui. Il me semble que la CAF, avec son application mobile, qui vise des populations qui n'ont souvent pas d'ordinateur, qu'elle a... Enfin, côté Pôle emploi, il y a peut-être eu un côté « je décrète à partir de tel jour », etc. Ce qu'il faut se dire, c'est que la généralisation d'un service en ligne, c'est un long chemin, des allers-retours où l'on connaît ses usagers, où on analyse leurs retours, où on améliore le service. Et un jour, on décide de généraliser parce que le service est mature pour le faire. Mais concrètement, vous intervenez quand, par exemple? Je ne sais pas, moi, Pôle emploi, quand je lis les messages, parfois, il faut s'accrocher, même quand on a fait des études, pour comprendre ce qu'on veut dire, quoi. Vous voulez dire, on intervient quand, la DINIC? Est-ce que vous intervenez avec vos services pour leur dire, attendez, là, il y a une manière d'expliquer ça? Là où on intervient, on est en coordination, en diffusion d'informations, d'outils. Donc, on a défini, je l'ai dit au début, mais ce vers quoi une démarche exemplaire doit viser. Et on a ajouté à ça des critères à vérifier et des bonnes pratiques à vérifier pour toute démarche en ligne. D'ailleurs, suite à des échanges avec l'Agence du numérique et avec Emmaüs Connect, on a rajouté une bonne pratique, c'est de demander à ce que toute démarche en ligne propose un démonstrateur qui soit accessible hors connexion, puisque ça a été remonté par les médiateurs en disant « Ok, nous, c'est notre boulot ». L'accompagnement, parce que finalement, il faut travailler des deux côtés, il faut se rejoindre. Nous, il faut qu'on travaille avec les administrations pour qu'elles simplifient leurs services, et il faut que tous les services de médiation puissent compenser soit le manque de compétences des personnes, soit la difficulté des services. Voilà, nous, notre boulot, c'est de simplifier les services numériques. Donc, on a cette liste de critères qu'on va diffuser. Vendredi, là, il y a... Vous êtes terminé comme un conseil, un peu, quelque part. Mais vous n'avez pas de pouvoir en disant, attendez, votre truc, là, ça passe pas... Alors après, le pouvoir, c'est quand ça se transforme en décision politique, quand ça voilà. Mais en tout cas, le pouvoir n'est pas l'unique façon de faire et c'est pas toujours, et ça ne suffit jamais d'ailleurs pour faire quelque chose. C'est surtout les bonnes pratiques et les bonnes méthodes pour pouvoir faire un service qui est. Voilà. Et d'ailleurs, suite à l'expérimentation Chèque, on a pu publier en open source le démonstrateur d'impôt.gouv.fr dans la foulée
de l'expérimentation. La fameuse idée de partager... D'avoir un site où on peut l'utiliser sans mettre ses données personnelles et s'entraîner chez soi, utiliser impôt.gouv.fr ou avec un médiateur. Et ce que vous disiez sur le clavier justement et les tablettes, c'est marrant parce que la semaine dernière, j'allais visiter un de ces lieux de médiation numérique qui s'appelle la Maison de la médiation numérique qui va ouvrir dans la dalle des Olympiades dans le 13e et qui travaille depuis 15 ans sur la formation des seniors. Et ils ont du coup naturellement fait une transition vers la tablette qui semblait plus simple, mais le problème c'est que la plupart des nouveaux utilisateurs appuient avec l'intégralité du doigt. Et du coup, maintenant, tous les ateliers commencent par un clavier et une souris en Bluetooth reliés à la tablette. Donc il y a beaucoup de contre-intuition dans la façon dont on utilise le numérique. Si on voit que les gens utilisent son doigt, on refait son application pour qu'elle rejette les choses qui sont inutiles. Alors là, il faut appeler Apple Cupertino pour qu'il refasse l'iPad, pour qu'elle reconnaisse un truc. Vous êtes sûr que ça ne peut pas se programmer? Il faut absolument demander aux constructeurs du matériel de changer le matériel? C'est plutôt que de changer l'application, quand on est en... Parce que la souris sur la tablette, quand même, c'est pas super intuitif. C'est une des premières briques. C'est juste un exemple. Hein, mais... Alors, on va ouvrir aux questions-réponses. Je vois Guy Mamoumani qui se tient le visage et je vois la souris. C'est un exercice pédagogique. Après, on passe au doigt. On va ouvrir aux questions-réponses. Il y en a pas mal déjà qui sont déjà, donc vous pouvez envoyer des questions. Mais là, le micro va circuler. Vous pourrez lever la main et vous pouvez poser des questions. Il y a cette question que j'ai posée sur les agents. Tous les agents n'ont pas accès à des postes informatiques, les agents des espaces verts, les agents de voirie. Comment faire pour les inclure dans les projets numériques de nos collectivités? Question ouverte. C'était un problème quand je travaillais justement en collectivité avant, où il y avait une boîte mail commune par service. Donc après, c'est une démarche, avoir service par service, peut-être avoir un poste dédié, mutualisé, avec bien penser à créer un compte utilisateur, parce que dans toutes les collectivités, parfois... notamment les agents des espaces verts, les agents des centres de loisirs aussi n'ont pas forcément un compte collectivité avec @mairie. Et voilà, c'est une démarche à peut-être penser et voilà, penser aussi ces lieux de médiation numérique à l'intérieur de la collectivité pour pouvoir inclure aussi ces agents dans cette démarche. J'avais une autre, quand vous écrivez aux impôts, vous avez vu l'adresse mail, à quoi elle ressemble? On comprend rien. C'est DC, je sais pas quoi, 28 13 93. Rien que ça déjà. Oui, mais répondent tout de suite. Oui, mais bon, On continue avec d'autres questions sur quid de la reconversion sociale, Pôle emploi en l'occurrence, au métier du numérique pour renforcer l'adhésion au numérique par ce retour à l'emploi. Donc la question, ce serait comment est-ce que les professionnels sociaux finalement, peuvent s'approprier ce sujet du numérique? C'est ça, ou comment ça se passe? Par exemple. Le constat d'abord, c'est qu'il y a une appétence. Hein. On avait fait une étude qui date un peu, puis les choses vont très vite, mais il y avait plus déjà, c'était il y a 2 ans et demi, il y avait plus de 80% finalement des acteurs sociaux qui déclaraient que le numérique était quasiment indispensable dans leur métier au quotidien. Donc le sujet, c'est un sujet de formation. Hein. D'abord, j'aimerais dire, le sujet, déjà, c'est un sujet d'équipement. Ce qu'on constate, c'est que les acteurs sociaux dans les territoires ne sont pas équipés. En plus, ce sont souvent des gens en mobilité. Donc on parlait de tablettes. Il leur faut probablement aussi un certain nombre d'outils mobiles. Et puis ensuite, ça vient percuter un certain nombre de dogmes aussi du métier. C'est-à-dire que, est-ce qu'effectivement, le numérique, alors qu'on est dans un métier où l'empathie pèse extrêmement lourd, on va dire, dans la qualité du service, est-ce qu'effectivement, comment est-ce qu'on instaure une relation avec des services numériques à côté, d'abord qui font que l'information, j'en ai plus la propriété, mais l'information est en accès libre, et du coup, je deviens beaucoup plus, quelque part, un conseiller. Voilà, et de plus en plus aussi quelqu'un qui doit intervenir en collectif sur des supports. Voilà, donc globalement, ce qu'on voit, c'est en 2 ans, il y a un chemin incroyable qui a été fait par le monde du social pour appréhender ce sujet. On n'y est pas encore. Voilà, la clé, c'est la formation, la clé, c'est l'équipement, et puis des nouvelles pratiques qui font qu'on utilisera de plus en plus le numérique comme outil pédagogique, parce que a contrario, si le numérique ou si les services numériques sont très bien faits, ils permettent d'accompagner plus de monde, d'accompagner un certain nombre de monde à distance et d'avoir une permanence aussi de la relation. Et tout ça vient percuter le monde du travail social, mais le monde du travail en général. Oui, en général. Je peux compléter? Oui, allez-y. Et puis, on a une question dans la salle. C'est pas tout à fait une réponse à la question, mais j'en profite pour donner une information. En fait, dans l'informatique et le numérique en général, on crée à peu près 20 000 emplois par an, net. Et je pense qu'on pourrait en créer 10 à 20 000 de plus. Et il s'avère qu'il y a en même temps 45 000 informaticiens et autres
on va dire, techniciens, qui sont au chômage. Quand même assez contre-intuitif. Et je voudrais souligner une initiative que j'avais lancée à l'époque où j'étais président du Syntec numérique, mais que mon successeur a tout à fait prolongé, qui s'appelle le PEC, qui est connu au Pôle emploi, mais que nous avons déployé pour les métiers du numérique. Donc PEC, c'est préparation opérationnelle à l'emploi collectif. Et pour vous dire qu'en 4 ans, on a formé et employé 11 900 personnes qui étaient chercheurs d'emploi, pas forcément d'ailleurs du monde de l'informatique, des chimistes, des physiciens, etc., et que l'on a formés et avec un engagement de recrutement par nos entreprises. Et donc là, on voit que lorsqu'il y a une collaboration effective entre le Pôle emploi, les entreprises, les organismes de formation, on peut être extrêmement efficace sur un métier où vraiment on est alors je vais employer le mot qui va faire bondir, en pénurie. Voilà, je dis bondir parce que comment peut-on être en pénurie avec alors qu'il y a 3 millions 45 000 chercheurs d'emploi? Mais c'est un paradoxe qui est pourtant une réalité. On avait une question dans la salle. Quelque part, c'est toujours un peu la même idée derrière, c'est que là, c'est l'idée on oblige un peu à la Pôle emploi à utiliser certaines démarches, mais cette démarche en service numérique, apparemment, n'est pas satisfaisante, parce que si elle était satisfaisante, tout le monde serait content de la faire. Comment on fait, Bénédicte, pour faire en sorte que l'expérience des auto-entrepreneurs, des demandeurs d'emploi, soit tellement fluide qu'ils se précipitent sur les services proposés par l'État? Oui, alors, vaste question. Je sais, et c'est remonté dans des enquêtes quantiques, qu'il y a eu en fait une grosse chute de satisfaction des auto-entrepreneurs. Il y a plusieurs raisons. C'est qu'il y a eu des changements réglementaires et je pense qu'ils n'ont pas été accompagnés d'une actualisation et d'une clarification des services numériques qui s'adressent aux auto-entrepreneurs. Voilà. Et rester un site ancien, l'auto-entrepreneur, fait par l'URSSAF, etc. En plus, qui ne ressemble pas tellement à un site officiel. Par ailleurs, vous avez le site guichet entreprise, etc. Donc ça, c'est aussi un de nos sujets. C'est qu'il y a la qualité de chaque démarche en ligne et de chaque service en ligne, mais il y a aussi la coordination et la cohérence d'ensemble des démarches en ligne, donc le partage de mêmes indicateurs. Je ne vous réponds pas précisément sur voilà, ce n'est pas nous qui avons orienté vers ces pénalités. Donc voilà, je voulais juste dire un petit mot sur les formations, si vous me permettez, je vous en prie. Puisqu'on parlait des opportunités du numérique. Et je pense qu'il y a une opportunité pour toutes les administrations de sensibiliser l'ensemble de leur personnel à l'accessibilité numérique, à la fois les nouveaux arrivants et l'ensemble, et à tous les étages des organisations, et que c'est quelque chose d'extrêmement motivant qui rejoint l'inclusion. De plus, c'est une obligation depuis le 2011 pour tous les services en ligne de l'État d'être conformes au référentiel général d'accessibilité, et depuis 2012 pour les collectivités, et que c'est un sujet qu'il ne faut pas isoler de la qualité, de l'expérience utilisateur, et qui apporte énormément. Merci pour cette intéressante table ronde. 2 observations. La première, elle n'est pas de nature humaine, elle est de nature infrastructure. En ce qui concerne les PME, il y a toujours 2 opérateurs qui ont 90% du marché de la connectivité des entreprises. Je ne vous fais pas un dessin sur le prix et la qualité de service qui va derrière, mais c'est un sujet d'accessibilité que l'absence de concurrence au moment où on demande aux entreprises de basculer vers la fibre. Donc, éventuellement, de se retrouver entre les mains d'un duopole. Ma deuxième observation porte sur le concret. Aujourd'hui, c'est un jour de neige. Il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école. Est-ce qu'on peut imaginer que l'État confie à un intermédiaire la mise en place d'un cours que les enfants peuvent suivre quand ils sont bloqués chez eux? 2 choses, là. On parlait de la fibre, enfin les fameuses zones blanches qu'on a évoquées rapidement au début. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent répondre sur ce sujet de la zone blanche, de la fibre, de l'accessibilité et du duopole, évidemment, et des prix hauts. Je sais qu'il y a quand même des choses qui sont faites avec l'État. Ça veut dire que l'État peut abonder, peut demander à Orange et SFR, on va les citer, Orange et SFR, de tirer une fibre. Yann Bonnet, vous...
de tirer une fibre et une partie, même à l'endroit où il trouve juste que c'est pas commercialement viable, et l'État finance la différence. Heureusement, en fait, en France, il y a un certain nombre de problèmes, mais en France, on a l'ARCEP qui est en train de, qui est là pour essayer de régler ces soucis qu'il peut y avoir entre les différents concurrents. Et là, on voit qu'il y a une importante, la concurrence doit être là. Il ne doit pas y avoir de jeu de monopole entre deux gros acteurs qui se répartiraient le marché. Voilà, après, la deuxième question, c'était sur les cours et tout ça. Oui. L'innovation, moi, je trouve ça génial. Et effectivement, il faut absolument en fait, que l'État ait ces idées-là. C'est un truc, c'est plus large que cette question, mais il faut vraiment, en fait, on a parlé d'éducation, médiation. Il faut que l'État, en fait, c'est une révolution. De la même façon que pour les entreprises, le numérique, c'est une révolution. Pour l'État, en fait, c'est un changement radical en fait, des méthodes. Il faut se mettre à la place des citoyens, de l'utilisateur. Il faut simplifier. Et en même temps, il ne faut pas fantasmer. Je veux dire, c'est très bien de se dire que 100% des démarches seront numériques, mais il y aura toujours fatalement une population qui sera un petit peu exclue. Et du coup, l'humain sera toujours nécessaire et le rôle du médiateur sera toujours nécessaire. Et donc, fatalement, il va y avoir des rôles au niveau de l'administration qui vont changer, où on devra passer beaucoup plus de temps à aider les citoyens. On doit aussi penser à certains endroits, je sais pas, alors on a parlé de la Poste, des CAF, de Pôle emploi, où il y a un espace de médiation qui est hyper nécessaire en fait. Voilà, je pense que c'est une révolution et c'est pas terminé et on arrivera, en fait, malheureusement, c'est un mythe de croire que cette fracture, on va la résoudre totalement et définitivement. En fait, on va avoir besoin d'éducation tout le temps, en permanence, et pour faire en sorte que ça soit un progrès pour tous. Eh bien, juste pour terminer là-dessus, c'est un peu le message que donnait Guy Mamounani tout à l'heure, hein, l'éducation dès le jeune âge, à l'école, et pas forcément aux outils, mais à la culture numérique, ça va se ressentir plus tard, et on inclut les femmes, évidemment. Et quelqu'un a cité l'association Pascaline, parce que c'était intéressant de dire que l'association Pascaline est une association qui, justement, fait la promotion des femmes dans les métiers du numérique. L'expérience utilisateur, c'est ce que nous a expliqué Bénédicte tout à l'heure. L'expérience utilisateur, ça se passe avant, ça se passe pendant, ça se passe après. Ne pas gérer les choses de façon discrète, mais regarder toute l'expérience avec le bon langage. Et du côté d'Adinzik, on a ces fameux 10 bonnes pratiques et un guide de bonnes pratiques. On a vu aussi avec vous, du côté d'Emmaüs Connect et de We Take Care, que la capacité d'utiliser ses pairs, c'est comme ça qu'on arrive à embarquer les gens avec soi, qu'il y a des outils qui sont mis en place aujourd'hui, que vous travaillez tous les deux, hein, et que justement il faut inclure tout le monde pour que justement ces choses soient les plus efficaces, et l'intelligence artificielle qui pourrait simplifier tout ça pour donner plus de temps pour la relation humaine. On vous remercie tous les trois. 5. On n'est pas que tous les deux à travailler dessus, il y a tout un travail collectif qui est en cours et on invite toutes les parties prenantes et toutes les collectivités à aller sur sociéténumérique.gouv.fr où toute la stratégie d'inclusion et les temps de travail seront détaillés. Plus il y a de monde, mieux c'est. Merci à tous les 5.